Exactement à 19 h à Bamako, depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de nous rester fidèles sur Chérifla Télévision. Au sommaire de ce journal, ouverture officielle des travaux du 9e congrès de l'OGMAO, l'Organisation de la jeunesse musulmane d'Afrique de l'Ouest, ce samedi matin au CICB. Des assises de 2 jours auxquelles prendront part d'éminentes personnalités de la sous-région. Un événement présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports avec comme parrain le président du Haut Conseil islamique du Mali. Bonsoir mesdames et messieurs, merci encore à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information sur Chérifla à télévision. Je viens de vous le dire, la cérémonie inaugurale du 9e congrès de l'Organisation de la jeunesse musulmane d'Afrique de l'Ouest OGMAO a eu lieu ce samedi matin au Centre international de conférence de Bamako. Une cérémonie placée sous le parrainage du président du Haut Conseil islamique du Mali et placée sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce cadre réunira évidemment pendant 2 jours des personnalités de notre pays et de la sous-région. Voyons plus de détails avec nos reporters Alhamidou Badini, Kadiatou Mbaye, Seydou Niaré et Ibrahim Koulibaly Ibé. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. C'est par la lecture du Saint-Coran que s'ouvrent les travaux de ce 9e congrès de l'Organisation de la jeunesse musulmane d'Afrique de l'Ouest, couplé au colloque international de formation. 2 jours durant, les congressistes venus des 8 pays membres prendront part à des débats, des tables rondes et par-dessus tout procéderont à la mise en place d'un nouveau bureau pour un mandat de 3 ans. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette fois encore, nos assises se tiennent alors que les pays de la sous-région sont confrontés à divers problèmes, dont les plus médiatisés sont l'insécurité, les atteintes à la paix et au vivre ensemble. Face à ces problèmes, la famille, l'école, les responsables religieux et coutumiers, les pouvoirs publics, la société civile, les partenaires au développement et les jeunes eux-mêmes ont l'obligation de faire en sorte que la jeunesse développe les aptitudes et les attitudes qui s'imposent. Pour ce faire, une éducation de qualité, une pratique constante de l'éthique et de l'équité, une juste répartition des fruits de la croissance, la création d'emplois décents sont des défis individuels et collectifs. Cet événement a pour parrain Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, représenté à cette cérémonie par les membres du bureau exécutif de la fêtière islamique. Notre parrainage, c'est ensuite l'expression de notre conviction que la jeunesse africaine en général et musulmane en particulier doit être encadrée, accompagnée et aidée pour faire face aux multiples défis qui jonchent le chemin de sa marche progressive vers la responsabilité qui l'attend, celle de faire de l'Afrique un continent qui compte. Notre parrainage, c'est enfin pour dire et ou rappeler à la jeunesse musulmane africaine qu'elle a des repères sûrs, bien tracés dans nos valeurs sociétales et islamiques. Son péril, c'est d'ignorer ces repères, ou de les négliger, ou de chercher à les remplacer par d'autres. La jeunesse face aux défis de la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest, gouvernance sociopolitique et responsabilité communautaire est le thème central de ce 9e congrès de l'Organisation de la jeunesse musulmane d'Afrique de l'Ouest, thème qui cadre en parfaite adéquation avec les enjeux sécuritaires de la sous-région ouest africaine. Eu égard à tout ce que nous avons connu ces derniers temps, nous estimons qu'il est nécessaire que les jeunes s'impliquent davantage dans la quête des voies et moyens afin de faire face aux défis de l'insécurité et du terrorisme. Avec vous, chère jeunesse de l'OGMAO, intellectuelle, religieuse et dynamique, nous fondons l'espoir que ce colloque permettra de répondre aux vraies questions
qui nous trouble les esprits par rapport à la nouvelle forme de l'insécurité que nous vivons aujourd'hui. Cela en raison du fait que les commanditaires de tous ces actes que nous connaissons se réclament le plus souvent, hélas, de l'islam. Dès lors, il s'avère indispensable que les jeunes soient formés et informés sur leur religion afin d'éviter de tomber dans les pièges tendus par ces malfaiteurs. Créé en 1993 au Burkina Faso, l'OGEMAO vise surtout la coordination des actions de la jeunesse musulmane de 8 pays concernés, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Sénégal, la Guinée et le Togo. La bénédiction faite par Chérif Ahmad Tidjane Aïdara, fils du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar, ont sanctionné cette cérémonie d'ouverture. Le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara, a reçu ce jeudi 18 juillet une forte délégation de fidèles musulmans représentant l'association Chérifou Kanou, conduite par Cheikh Bakroba Konta, pour le féliciter et lui faire des bénédictions suite à son plébiscite à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Cette visite s'inscrit donc en droite ligne des recommandations des préceptes de l'islam qui visent à faire preuve d'adoration et de reconnaissance envers son prochain pour mener à bien une lourde et exaltante mission. Le responsable, le président de l'association, originaire de Tamani et résident à Ségou, estime qu'il est de son devoir, qu'il est de leur devoir de venir rencontrer le guide, le congratuler et lui faire part de leur soutien absolu dans ses nouvelles fonctions de président de cette institution islamique. Cette rencontre a été marquée par beaucoup de bénédictions à l'endroit du guide et des prières pour que le pays, le Mali, retrouve la voie de la stabilité et de la paix. Parlons à présent d'autre chose dans ce journal. Le président du CSDM, entendez là, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, a animé une conférence de presse ce samedi matin à son siège aux 300 logements de Bamako. Une conférence au cours de laquelle le président de l'organe ainsi que les membres de son bureau ont longuement échangé sur les problèmes récurrents auxquels nos compatriotes établis en étranger sont confrontés, notamment en Algérie et en Libye, où la situation sécuritaire se dégrade considérablement. Voyons tout cela avec Amadou Kamara et Draman Maléa. La présente conférence de presse, initiée par le président du CSDM, a pour but d'informer l'opinion nationale et internationale des calvaires que vivent au quotidien les Maliens établis à l'extérieur, notamment en Algérie et en Libye. Après avoir subi ce qui s'est passé en Algérie, en Libye et en Mauritanie, moi j'aurais voulu qu'on commence, après avoir dû vous expliquer ce qui s'est passé dans l'entretien, qu'un témoin qui est dans la salle, qui est un de vos confrères, qui a couvert, s'adresse à vous. Il vous dira ce qui s'est passé en Mauritanie. Il vous dira le nombre de personnes qui ont été arrêtées, comment ils ont été arrêtés. Il vous dira le nombre de personnes qui ont été expulsées. Lui, il va répondre à ça et j'en ajouterai quelques éléments qui ne sont pas à sa disposition. Dans la Constitution, un droit. Et le jour où on va avoir des députés à l'Assemblée nationale, je peux vous rassurer, la condition des Maliens établis à l'extérieur va s'améliorer. Parce que ça ne serait plus le seul CSDM qui va interpeller le pouvoir public à chaque fois. Selon les conférenciers, la situation désastreuse que traversent nos compatriotes en Algérie et en Libye doit être examinée avec lucidité par les autorités maliennes en prenant des mesures fortes et des sanctions à l'encontre de ces pays. J'ai l'obligation morale d'interpeller nos autorités. Vous savez ce qui me réconforte? C'est que à chaque fois qu'on a fait une interpellation ici, sur l'Algérie, tout le monde a suivi. À chaque fois que le président de la République a su, on a trouvé une solution. Et vous savez très bien, nous, on n'a pas appelé à voter pour le président. Nous sommes apolitiques et à but non lucratif. Chaque membre de CSDM a son parti, il vote pour qui il veut. Moi, personnellement, je ne suis pas politicien et je n'ai pas de parti. Pour maintenir l'équilibre et la cohésion au sein de l'association. Il y a eu plusieurs fois des cas, je vais mentionner quelques-uns,
Le premier, je vais juste vous dire ce qui s'est passé avec Adama Traoré. Le président l'a corrigé. Quand on a entaché nos compatriotes dans des conteneurs à Tamarachet, on a interpellé le président de la République. Il a appelé son homologue Youssoufou. Le président Youssoufou a fermé les frontières entre l'Algérie et le Niger. Il dit que seuls les Nigériens vont rentrer ici. Aucun Malien ne venir. On a continué notre pression au point où l'Algérie, son ambassadeur, a demandé des excuses au peuple malien. Cela ne s'est jamais passé dans l'histoire diplomatique entre deux peuples. À chaque fois que le président de la République a su le détresse, il a agi. Et je n'ai pas vu ça dans vos journaux, à croire qu'il y a beaucoup plus de journaux qui ne sont pas avec le pouvoir, dont on se réjouit d'ailleurs par endroits, mais je n'ai pas vu écrit que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rappelé 7 ambassadeurs qui n'ont pas été à la hauteur pour servir les Maliens établis à l'extérieur. Aucun président ne l'a fait dans l'histoire de la diplomatie. Nous, au CSDM, on est conscient, on est cohérent, on est correct, on félicite, on critique, on propose. Reconnaissons ce que le président a fait. On reconnaît, on est fier de ce qu'il fait. A noter que le Conseil supérieur de la diaspora malienne est créé le 4 septembre 2015, nourri de grandes ambitions pour nos compatriotes établis à l'extérieur. Et nous en arrivons à la page politique de ce journal. La mise en place du bureau des femmes de l'ASMA CFP de la commune 4 du district de Bamako s'est tenue ce samedi matin au siège du dit parti à Lafiabougou. Les activités de ce renouvellement sont donc placées sous la présidence de Mme Makoy Sissoko, présidente des femmes du bureau national. Et désormais, c'est Mme Aïdara Assetou Sissé qui est à la tête du nouveau bureau de 45, le nouveau bureau local de 45 membres. Voyons plus de détails avec ce reportage signé Khadija Toumbaya, Ibrahim Koulibaly, IB. Dans la volonté politique constante de l'ASMA CFP d'œuvrer à la promotion et à l'épanouissement des femmes, la section de la commune 4 a mis en place le bureau des femmes, composé de 45 membres avec comme secrétaire générale Mme Haïdara Assetou Sissé, et ce pour un mandat de 5 ans. La secrétaire générale, qui n'a pas manqué d'adresser ses vifs remerciements à toutes les bonnes volontés ayant contribué à l'organisation de cette rencontre, a invité toutes les militantes et sympathisantes de se joindre à elle pour mener à bien son mandat. Je demande à toutes les femmes ASMA de nous rejoindre, que nous soyons ensemble. Parce que vous savez, toutes les femmes sont des fines politiciennes. On fait la politique chez nous, on fait la politique au marché, on fait la politique dans la rue, dans les bureaux. Donc vraiment, il faut que nous fassions maintenant la politique pour nous. Que les femmes soient ensemble. Parce qu'on ne peut qu'être ensemble, on va aller très loin. Parce que nous sommes condamnés à être ensemble. Parce que nous avons les mêmes aspirations, nous avons les mêmes sentiments. Le travail pour nos enfants, le travail pour nos maris, le bien-être de nous-mêmes, le bien-être quotidien. Donc vraiment, moi, je veux être une secrétaire générale qui rassemble tout le monde autour d'un objectif. C'est vrai que parfois les femmes ne s'entendent pas, mais ce qui nous unit est plus que ce qui nous divise. La cérémonie a enregistré la présence du secrétaire général qui a félicité cette nouvelle équipe féminine de l'ASMA CFP tout en leur réitérant son soutien indéfectible au cours des 5 ans à venir. Nous venons de mettre en place le bureau des femmes. Ça a été un long processus. Le processus, il est connu. Comme vous le savez, en commune 4, il y a 8 quartiers et nous avons pu mettre en place cette sous-section. Donc, chaque sous-section a fourni des délégués et la section a fait un travail en amont. Il s'agissait de mettre en place un bureau consensuel, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, c'était la validation de ce bureau des femmes par les représentants du mouvement national des femmes. Donc, ce bureau a été validé par consensus. Donc nous disons que le travail a été accompli, donc il n'y a pas de problème. Je suis très satisfait parce qu'il fallait qu'on essaie de boucler ce processus d'abord. Et ça a été bouclé dans la paix, dans la cohésion totale. Ça, c'est d'abord une source de satisfaction et de motivation pour nous. Les travaux ont pris fin par la validation du nouveau bureau de la présidence de la cellule féminine du bureau national de l'ASMA CFP.
Et nous parlons à présent du pèlerinage à la Mecque QV 2019. Beaucoup de Maliens sont déjà arrivés sur les lieux saints en Arabie Saoudite. Ici à Bamako, les derniers préparatifs pour le départ des pèlerins au compte de l'agence Sahel Voyage et Partenaires ont fait l'objet d'une cérémonie de clôture ce samedi à la maison du Hadj de Bamako. Ils sont au nombre de 194 pèlerins et leur départ est prévu à partir du 25 juillet 2019 et c'est Marietou Diallo qui nous en dit plus. Ils ont été formés, ils ont été préparés mentalement, physiquement. Ils sont prêts à accomplir le 5e pilier de l'islam sur la Terre Sainte en Arabie Saoudite. Les pèlerins de Sahel Voyage ont officiellement bouclé la partie théorique de leur formation à Bamako. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une journée de sensibilisation et d'éclairage par rapport au premier départ. Vous savez, on a bouclé avec les formalités maliennes. Les passeports ont été obtenus. Après les visites médicales, les analyses, les vaccinations, même les séances de formation ont été bouclées. Il s'agit maintenant de faire le cap sur la ville sainte, ce qui les attend dans 48 heures. Et je vous dis que notre premier vol est programmé pour le 25 juillet, après le 27 juillet pour le deuxième vol, et quelques retardataires sont prévus pour le 3 août. Donc on a eu à donner des conseils aux pèlerins et on leur a adressé par exemple par rapport aux programmations des vols, par rapport aux conditions de voyage, les poids disponibles et puis les bagages, les objets licites et illicites également. On leur a donné des conseils par rapport, par exemple, à tout ce que le Royaume d'Arabie Saoudite ne veut pas que ça soit introduit chez eux, à savoir la drogue, l'alcool et ses dérivés, à savoir certaines pommades dépigmentants et à savoir la cola en grande quantité. Donc on leur a donné tous ces conseils et ces recommandations. Vous savez, notre pays a souffert et les pèlerins sont les élus de Dieu, c'est les appelés de Dieu. Et leur bénédiction est exaucée. Leur prière va directement. Donc ils vont dans des endroits saints. Donc ils pensent à chaque prière, à chaque bénédiction, de penser à notre pays pour que l'insécurité, les problèmes sanitaires qui sont là, et que Dieu nous assiste, Dieu nous aide, et que le Mali retrouve sa paix d'antan. Cette cérémonie de fin de formation a été riche en conseils, prêches, lecture de Coran et surtout en conseils diététiques. On a fait plusieurs séances et chaque fois c'était vraiment détaillé. Et je suis sûre que avec l'aide de Dieu, on pourra vraiment s'en sortir. J'ai confiance qu'on ne va pas avoir de difficultés à ce niveau. Nous sommes prêts, moi particulièrement, je suis prête et parce qu'avec la formation théorique, on a vraiment beaucoup assimilé et je pense que ça va beaucoup nous aider. Ils nous ont aussi fourni des documents sur lesquels on peut se référer et ils nous ont également rassuré qu'il y aura les guides avec nous. Donc je pense qu'on va vraiment s'en sortir. On est confiants. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont été vraiment disponibles. Les appels, ils les décrochent et ils sont là. Il y a d'autres qui viennent même spécialement pour vous, individuellement. Vraiment, les jeunes, ils ont été vraiment disponibles pour nous. Je leur souhaite bon courage et je nous souhaite bonne chance pour le reste. Ils sont au total 194 pèlerins au compte de Sahel Voyage. Ils ont été dotés de leur kit du Hadj et toutes les dernières mesures ont été concoctées. Bon voyage à tous et à toutes. Et nous restons dans le chapitre du pèlerinage à la Mecque pour vous livrer le contenu de ce communiqué officiel. La direction générale de la maison du Hadj a l'honneur d'informer le public en général et les pèlerins en particulier que les premiers et deuxièmes vols de la filière gouvernementale sont programmés respectivement les 25 et 26 juillet 2019. Par conséquent, tous les pèlerins programmés sur les 10 vols sont priés de se rendre à la maison du Hadj assise au centre culturel islamique de Hamdallaye pour la pesée de leurs bagages. Le lundi 22 juillet 2019 à 9h pour le premier vol du 25 juillet 2019. Le mardi 23 juillet 2019 à 9h pour le deuxième vol du 26 juillet 2019. La direction générale de la maison du Hadj sait pouvoir compter sur la bonne compréhension des fidèles musulmans en général et des pèlerins en particulier et bon pèlerinage à toutes et à tous. Amen.
Et sur ce, nous retrouvons tout de suite l'actualité internationale, l'actualité continentale africaine et internationale signée par Alhamidou Badinia. En Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante a été adopté jeudi en commission à l'Assemblée nationale en dépit des réserves de l'opposition parlementaire. Le texte devrait bientôt être voté en plénière dans une assemblée dominée par le RHDP d'Alassane Ouattara. Malgré les dissensions à l'image des débats de la veille qui ont été vifs au Parlement à Abidjan, à l'ouverture des travaux relatifs à la loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante, le projet est finalement adopté par la Commission des affaires générales et institutionnelles par 24 voix contre 16. En Libye, 2 jours après l'enlèvement du responsable du centre de contrôle sur l'alimentation et les médicaments de Tripoli le 16 juillet, une parlementaire a été kidnappée à Benghazi. La disparition de celle-ci a été dénoncée tant par l'ONU que par les responsables de l'Ouest. Siam Sergewa, connu pour ses positions franches, a été enlevée par un groupe armé alors qu'elle était chez elle à Benghazi dans l'est du pays. Son mari, qui tentait d'intervenir, a été violemment frappé et blessé. La fille de l'élu affirme sur Facebook que les hommes qui ont enlevé sa mère appartiennent à une brigade suppléante de l'armée nationale libyenne. Le Kenya a officiellement lancé la plus grande centrale éolienne d'Afrique. Le projet gigantesque situé dans le nord fournit déjà près d'un 5e des besoins énergétiques du pays. Doté de 680 millions de dollars d'un parc éolien tentaculaire de 365 turbines situées sur la rive est du lac Turkana, le projet fournit 310 MW d'énergie renouvelable au réseau national de la plus dynamique économie de l'Afrique de l'Est. Il s'agit du plus grand investissement privé de l'histoire du Kenya. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa est accusé d'avoir trompé le Parlement. Lors de la publication des résultats de son enquête, la médiatrice de la République, juriste indépendante chargée d'enquêter sur les cas de mauvaise administration ou mauvaise gestion de l'argent public, a estimé que le président a délibérément trompé le Parlement à propos d'une donation de campagne. Des accusations qui font mauvais effet alors que Cyril Ramaphosa s'est engagé à tourner la page de la corruption au sein de l'ANC. Tout est parti d'une donation pour la campagne de Cyril Ramaphosa alors qu'il se lançait dans la course pour prendre la tête de l'ANC en 2017. Près de 30 000 € ont été versés par l'entreprise Bozaza, une compagnie sulfureuse impliquée dans des scandales de corruption. Suite à la victoire de l'Algérie, des célébrations festives et 200 arrestations à travers l'Hexagone. Au coup de sifflet final, les mêmes scènes à Paris, Lyon, Marseille et ailleurs en France. Des dizaines de milliers de supporters de l'équipe de football algérienne sortent des rues pour laisser éclater leur joie. L'ambiance globalement calme et festive a été émaillée de quelques incidents avec quelques affrontements entre supporters et forces de l'ordre, notamment à Lyon. Sur les Champs-Élysées, tard dans la nuit, la police a fait usage de gaz lacrymogène. En tout, sur l'ensemble du territoire, 198 personnes ont été interpellées et 117 ont été placées en garde à vue selon le ministère de l'Intérieur français ce samedi matin. L'Iran a saisi vendredi 19 juillet un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz. L'action intervient après l'arraisonnement d'un pétrolier iranien par la marine britannique à Gibraltar le 4 juillet dernier, rajoutant à la tension qui ne cesse de monter dans la région du Golfe Persique. Selon le communiqué des gardiens de la Révolution, le pétrolier britannique appelé Stena Impero a été arraisonné dans le détroit d'Ormuz pour non-respect pour non-respect des lois maritimes internationales et a été dirigé vers les côtes iraniennes. Le navire battait pavillon britannique mais son propriétaire est suédois. Il se dirigeait vers l'Arabie Saoudite lorsque son trajet a été dévié vers les eaux d'Iran
via le détroit par une flotte de 4 vaisseaux iraniens et un hélicoptère. Aux USA, elles font désormais partie de ce qu'on appelle The Squad, les 4 parlementaires américaines qui tiennent tête à Donald Trump. En attaquant sur leurs origines 4 élus démocrates, le président américain Donald Trump a mis un peu plus en lumière ces 4 figures montantes de la gauche américaine réunies au sein d'une alliance politique inédite, The Squad. Un tweet a mis le feu aux poudres. Le 14 juillet, le président Donald Trump prenait pour cible les femmes membres du Congrès dites progressistes, les accusant de vouloir donner des leçons de gouvernance alors qu'elles viennent des pays les plus mal gérés au monde. Et un mot de sport avant de refermer ce journal. L'actualité CAN 2019 oblige. Évidemment, l'Algérie faisait partie incontestablement des favoris et ça y est, l'Algérie l'a fait. Elle est championne d'Afrique pour la 2e fois de son histoire après sa victoire face aux Lions de la Teranga du Sénégal ce vendredi soir dans la capitale égyptienne au Caire. 29 ans après, l'Algérie est de nouveau sur le toit de l'Afrique face au Sénégal. En finale de la CAN 2019, les Verts sont allés chercher le 2e trophée continental de leur histoire au terme d'une rencontre qui ne restera sans nul doute pas dans les annales du foot pour la bonne raison qu'elle est finalement jouée sur un coup du sort, comme vous venez de voir dans la foulée du coup d'envoi, lorsque Sané a contré une frappe de Bounedjah, le ballon après s'être élevé dans le ciel Cairot de longues secondes est retombé contre toute attente dans les buts d'Ingomis, le gardien de but totalement médusé, donc ce qui a fait déjà 1-0 dès la 2e minute de la rencontre. Voilà, donc après ce sacre, les Fennecs ont fait une arrivée triomphale dans les rues d'Alger ce samedi même, voilà, donc sur les images, vous les voyez, après leur victoire face au Sénégal en finale de la CAN. Des milliers de supporters sont venus les acclamer alors qu'ils paradaient dans la ville à bord d'un bus à Impérial. À leur sortie de l'avion, les pompiers ont rendu hommage aux joueurs en réalisant ce qu'on appelle un water salute, c'est-à-dire un arc réalisé avec des lances à eau. Les rues de la ville étaient en tout cas bondées ce samedi pour le retour des héros nationaux. Voilà, félicitations aux Fennecs d'Algérie et nous souhaiterions également que les Maliens remportent la Coupe d'Afrique des Nations. Point final à cette édition d'information. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Batili pour la version à langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes et surtout, bon week-end à toutes et à tous. À très vite pour d'autres news. Merci.